première semaine, je n'aurais jamais imaginé vivre une liaison extra-conjugale. Peut-être qu'en documentant ces événements, je parviendrai à mieux comprendre la situation qui se déroule. Je ne me considère pas comme l'une de ces femmes au foyer qui cherchent du réconfort en dehors de leur mariage par ennui, solitude ou insatisfaction générale. Il est simplement devenu un ami, quelqu'un avec qui j'ai commencé à flirter. Indéniablement, j'ai savouré son attention. Cela résonnait comme quelque chose à la fois agréable et approprié, possédant un attrait distinct auquel je me suis trouvé incapable de résister. Oh, qui est-ce que j'essaie de tromper? Lorsque les hormones s'emballent et que quelqu'un proclame votre beauté, votre unicité et vos qualités extraordinaires, tout en vous écoutant attentivement, les répercussions des familles brisées et des cœurs blessés semblent incroyablement lointaines. Ce n'est qu'en franchissant physiquement les limites établies que j'ai commencé à comprendre l'ampleur de ce que je risquais de perdre. Deuxième semaine, waouh! Cette excitation nouvelle me donne l'impression de m'envoler. J'avais sous-estimé la puissance d'une passion naissante. Le fait de dissimuler cette liaison me semble aussi exaltant que la liaison elle-même. Pour la première fois depuis ce qui me semble une éternité, j'ai quelque chose qui m'appartient exclusivement. De plus, ce secret clandestin me revigore encore plus profondément que l'acte d'infidélité. Troisième semaine, je suis perplexe face à mes persistants sentiments de culpabilité. À quand remonte la dernière fois où mon mari m'a accordé l'attention que je mérite? Notre mariage est dépourvu de passion. Nous nous sommes mariés prématurément. Maintenant, notre relation ressemble plus à celle de simple colocataire qu'à celle d'amant. Son comportement est fréquemment contrôlant, émotionnellement distant et irrespectueux. Ce vaurien est probablement lui aussi infidèle. Bien que je manque de preuves définitives, j'en nourris de forts soupçons. J'ai observé les regards de flirt de cette secrétaire et sa capacité déconcertante à croiser la femme divorcée qui réside en face de chez nous. Je peux construire 10 000 justifications pour expliquer pourquoi mes actions sont moins répréhensibles que les siennes. Cependant, pourquoi ai-je l'impression qu'il ne s'agit que d'une tentative de rationaliser mon comportement? Est-ce que j'essaie uniquement de me persuader moi-même? Huitième semaine, je désire ardemment la compagnie de mes amis. Au début, l'essence absolument exclusive et rigoureusement confidentielle de ma liaison constituait l'un de ses aspects les plus captivants. Cela engendrait un sentiment d'unité contre le monde, une connexion que je chérissais. Cependant, j'ai maintenant besoin d'une confidente, mais je n'ai personne vers qui me tourner. Je suis consciente que même me confier à ma meilleure amie la placerait dans une situation délicate et pourrait potentiellement tout compromettre. Par conséquent, je reste silencieuse, enveloppée d'une profonde solitude. 12e semaine, bon sang, cette liaison s'avère financièrement exorbitante. Dîner somptueux, chambre d'hôtel isolée, lingerie séduisante, babysité fiable, séance d'entraînement personnalisée. Mes dépenses dissimulées deviennent incontrôlables. Les hôtels 4 étoiles ont été remplacés par des motels miteux et des rendez-vous furtifs sur des parkings. Les déjeuners élégants, où nous risquions d'être observés, sont désormais relégués au passé. De plus, en raison des traces écrites gênantes, la majorité des transactions nécessitent des paiements en espèces. Je n'aurais jamais imaginé me familiariser autant avec le concept du financement créatif. 14e semaine, pourquoi me sens-je perpétuellement rongé par la peur? Et si mon amant prenait l'initiative de me contacter? Et s'il ne le fait pas? Et si nous sommes observés ensemble? Dois-je prendre l'initiative de le contacter? Doit-il prendre l'initiative de me contacter? Quand devrais-je prendre l'initiative de le contacter? Est-ce que je me comporte différemment? Est-ce que je m'habille différemment? Est-ce que j'émane une odeur différente? Lorsque je ne suis pas fixé sur ces interrogations, je répète mentalement tous les dénouements possibles jusqu'à en avoir le vertige. 15e semaine, protéger mon ordinateur et mon téléphone est devenu une occupation à plein temps. Je m'efforce de minimiser nos communications, mais je dois tout de même orchestrer ces rencontres périlleuses. Cela implique que mon ordinateur portable et mon téléphone contiennent probablement des preuves accablantes, ce qui entraîne des crises de panique récurrentes lorsque je me demande si j'ai par inadvertance laissé mon ordinateur portable déverrouillé. Hier, en réalisant que j'avais oublié mon téléphone, je suis immédiatement rentré chez moi pour le récupérer. 16e semaine, aujourd'hui, j'ai appelé mon amant par le nom de mon mari. Nous en avons d'abord ri, mais j'ai maintenant une peur bleue de prononcer le mauvais nom à un moment inopportun. C'est une source d'anxiété persistante. Au café, cela se manifeste par une simple appréhension. Au lit, cela frôle la paralysie. J'ai des relations intimes avec mon mari, mais pendant ces moments, je me surprends à penser à mon amant,
à faire des comparaisons malgré mes tentatives de les réprimer. Je déteste cette réalité nouvellement construite, qui m'oblige à m'abstenir de m'adresser à l'un ou à l'autre par leur nom, optant plutôt pour un terme neutre tel que « chérie ». 17e semaine, je suis une épouse, une mère. J'ai fait des vœux et construit ma vie et ma famille sur ces vœux. Maintenant, je vis dans le mensonge. Jour après jour, je pleure sous la douche, dans la voiture, aux toilettes, au travail. Je n'ai jamais souhaité cette issue. Parfois, je suis incapable de comprendre comment cette situation s'est produite. Auparavant, je parlais avec mes amis des tricheurs détestables que nous connaissions, convaincus qu'ils recevraient ce qu'ils méritaient. Maintenant, c'est moi la tricheuse. Je suis consciente que je ne suis pas destinée à être avec ce nouvel homme. Alors, qu'est-ce qui motive mes actes? La culpabilité est accablante. La honte est implacable. Semaine 19, pourquoi suis-je incapable de dormir la nuit? Mes journées sont un tourbillon frénétique de jonglerie et de secrets. On pourrait s'attendre à ce qu'une fois que tout le monde est confortablement installé au lit, je sombre instantanément dans le sommeil. Mais non. Mon esprit repasse sans cesse les événements de la journée, rembobine, scrute, s'assure que je n'ai laissé aucune preuve compromettante derrière moi. Même lorsque je suis certaine de ma méticulosité, ces heures tardives sont consumées par un flux tortueux de pourquoi et de scénarios et si. Semaine 21, comment ai-je pu tomber amoureuse d'un tricheur? Quelle ironie. La nature même de notre relation illicite dicte que je ne peux pas le contacter à volonté. Lorsque cette brève fenêtre d'opportunité se présente enfin et que je suis toujours incapable de le joindre, ma première pensée est invariablement qu'il est avec quelqu'un d'autre. J'essaie de dissiper cette notion, mais elle persiste. Chaque fois qu'il apparaît distant, indisponible, lunatique ou renfermé, cette pensée angoissante refait surface. S'il est infidèle à sa femme, pourquoi devrais-je supposer qu'il me restera fidèle? Semaine 22, au moment où je m'y attends le moins, mon amant apparemment parfait, celui pour qui j'ai risqué ma vie et ma famille, l'homme que j'ai rencontré à travers un labyrinthe de manœuvres clandestines, parvient invariablement à faire quelque chose qui m'irrite, me frustre ou me déçoit. L'étreinte que je recherchais autrefois comme un refuge pour échapper à l'apathie de mon mari est devenue indifférente. L'homme qui m'avait initialement captivé par sa sérénité et sa confiance se révèle être un individu nécessiteux et dépendant. Je réalise tardivement que toute relation nécessite des sacrifices, des efforts et des compromis. Cette prise de conscience est à la fois profonde et angoissante. Pourquoi ne comprends-je que maintenant que les relations parfaites n'existent pas? Semaine 23, indépendamment des prouesses de mon nouveau partenaire au lit, je dois concéder que la simple nouveauté d'être avec quelqu'un de nouveau a diminué. Notre passion autrefois fervente a faibli, peut-être pas entièrement, et bien que je ne la qualifierais pas d'ennui, ce qui ressemblait autrefois à un choc électrique ressemble maintenant à un léger picotement. Semaine 24, mes enfants rendent tout environ 80 millions de fois plus complexe. Chaque moment que je passe avec mon amant, même lorsque les enfants sont à l'école ou occupés à d'autres activités, me donne l'impression de les priver. Je m'inquiète de leur réaction potentielle en découvrant la vérité, et je suis angoissé par la façon dont je me sentirais si leur futur partenaire les soumettait à des circonstances similaires. Parfois, je pleure avant de me coucher, contemplant les répercussions pour eux si leur seule cellule familiale se désintégrait. Semaine 25, c'est étrange, mais j'ai commencé à observer chez mon mari des qualités que je n'avais pas appréciées auparavant. Peut-être est-ce la culpabilité accablante, ou peut-être est-ce simplement ma conscience qui me rattrape. Cependant, lorsqu'il me présente un café préparé exactement comme je l'aime, ou lorsqu'il s'est souvenu d'envoyer une carte d'anniversaire à ma belle-mère le week-end dernier, mon cœur se serre. L'attrait de ma nouvelle relation s'estompe indéniablement, ce qui ne fait qu'intensifier l'angoisse. Semaine 26, une partie de moi, peut-être une portion importante englobant tout, de mes aisselles à mes chevilles, en a assez de la tromperie constante et désire désespérément avouer. Cependant, en me remémorant les enjeux, je frissonne. L'aveu pourrait signifier la fin de mon mariage. Cela infligerait douleur et colère à mon mari et à mes enfants. Cela briserait leur monde. Si le mariage se dissolvait, je serais marqué au fer rouge. Ma vie serait irrévocablement altérée. Par conséquent, je suis relégué à l'épuisant jeu de cache-cache. Cacher ou avouer. Les deux options sont terribles. Semaine 27, toute cette affaire était une erreur. C'est tout simplement trop compliqué. Je suis complètement épuisé. Malheureusement, mon désir de mettre fin à la liaison ne garantit pas l'accord de mon amant. Il a menacé de tout révéler à mon mari. Je soupçonne qu'il bluffe,
étant donné que lui aussi a une femme et des enfants à perdre. Quoi qu'il en soit, il est évident que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, et notre rencontre imminente sera turbulente. Je ne peux qu'espérer que la dissolution de cette liaison ne sera pas aussi catastrophique que son commencement. Semaine 28. Je ressens maintenant une libération, mais je regrette profondément de ne pas avoir agi différemment plus tôt. Le poids des cœurs que j'ai brisés, des promesses que j'ai trahies, et de la confiance que j'ai anéantie, m'accable. Si j'avais eu la compréhension que j'ai aujourd'hui, je souhaiterais revenir en arrière et réécrire au moins quelques chapitres de mon histoire. Semaine 32, cela fait un mois que j'ai mis fin à cette liaison. Je commence à croire que cette expérience pourrait, en fin de compte, consolider mon mariage. Je reconnais maintenant que c'était une erreur colossale. Je comprends l'étendue de mes pertes en cours de route. Cette prise de conscience a fait de moi la partenaire la plus attentive et la plus reconnaissante que l'on puisse imaginer. À ce stade, deux voies s'offrent à moi. Je peux tout avouer, nous permettant d'essayer d'avancer avec honnêteté, en espérant que mon mari essaiera de sauver notre relation. Cependant, je crois que partager chaque détail sordide ne ferait que lui infliger davantage de souffrance. Par conséquent, j'ai résolu de souffrir en silence. Je me suis résigné à vivre avec ma culpabilité et la paranoïa constante qu'il puisse, d'une manière ou d'une autre, découvrir la vérité. Paradoxalement, ma liaison a marqué la genèse du type de relation que j'avais toujours envisagé. Et j'étais prête à déployer tous les efforts possibles pour l'atteindre et la préserver. J'avais l'impression que c'était le commencement d'un nouveau chapitre de ma vie. Quoi qu'il en soit, cette liaison m'a transformé, ainsi que mes relations. Et je ne peux qu'espérer que je serai capable d'accepter tout ce qui se produira en conséquence. Semaine 36, mon monde vient de s'écrouler. Aujourd'hui, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé une maison vide, ainsi que des papiers de divorce de mon mari sur la table de la cuisine. Nous savons tous qu'environ la moitié des mariages se terminent par un divorce, cependant, la possibilité d'une telle issue ne traverse jamais l'esprit, ce qui rend la réalité encore plus surréaliste et dévastatrice. Quand mon mari m'a présenté les papiers de divorce, je n'avais certainement jamais envisagé d'avoir une liaison extra-conjugale. Bien qu'elle ait été longue, j'y avais mis fin des mois auparavant. J'avais fait preuve de la plus grande discrétion. A-t-il découvert la vérité? Comment a-t-il déterré mon secret? Maintenant, tout se règle par l'intermédiaire de représentants légaux. J'ai l'impression de simplement exister, dépourvu de vie véritable, parce que mon mari, mon âme sœur, l'homme avec qui j'envisageais de passer le reste de mes jours, refuse même de reconnaître ma présence. Informer les enfants s'est avéré être le moment le plus pénible de mon existence. Je souhaitais que nous annoncions la nouvelle ensemble, en présentant un front uni. Il m'a fallu toute ma détermination pour simplement persuader mon mari d'être présent, uniquement pour m'empêcher de tenter de lui faire porter le blâme. Je reconnais que je suis l'architecte de cette situation difficile. Au début, les enfants se sont accusés eux-mêmes, ce qui était l'aspect le plus atroce. Ensuite, leur colère s'est directement abattue sur moi. Je n'étais pas préparé à l'intensité de la fureur, au torrent de larmes, aux cris retentissants, puis au silence qui a suivi. Mon plus jeune enfant, encore inscrit en maternelle, n'a pas tout de suite compris la situation, ce qui signifie que je serai contrainte de réitérer cette conversation d'une manière ou d'une autre. J'ignore comment mon mari s'y est pris, mais il n'a jamais tenu de propos désobligeants à mon sujet en présence des enfants. J'espère ardemment qu'il ne le fera jamais. J'ai conscience de la douleur que j'ai infligée à mon ancien mari pendant notre mariage, mais j'aspire toujours à ce que mes enfants gardent de l'affection pour moi. Je l'implore simplement de s'abstenir de toute allusion sarcastique à mes transgressions. Cela ne leur apporterait aucun bénéfice. Cela ne ferait qu'engendrer de la confusion, de l'angoisse et un fardeau de chagrin encore plus lourd que celui qu'ils sont déjà contraints de supporter. L'objectif primordial est de projeter un front aussi uni que possible, même si, au fond de moi, je reconnais que je ne mérite pas sa coopération. Même lorsque je parlais de leur père avec un respect inébranlable en leur présence, ils ont quand même commencé à se renvoyer la balle. Peut-être ont-ils entendu un fragment de conversation, ou peut-être ont-ils tiré des conclusions hâtives, ou peut-être ont-ils simplement mal compris le contexte. Tout ce que je peux faire, c'est rectifier doucement les inexactitudes, leur rappeler mon amour inébranlable et essayer de ne pas prendre leur réaction personnellement. Je suis consciente que les enfants traversent leur propre processus de deuil et de réconciliation, et que cela en est une composante intégrale. Mais mon Dieu, c'est profondément douloureux quand mes enfants s'alignent sur une autre partie contre moi. Waouh!
Je n'avais jamais appréhendé à quel point le divorce met les gens mal à l'aise et à quel point ils sont désireux de prendre leur distance avec moi. C'est profondément injuste, car les amitiés que je partageais autrefois sincèrement avec mon désormais ancien mari se sont tout simplement dissipées. Tous les maris semblent me percevoir comme une influence néfaste sur leurs femmes. Je croyais l'ère de la division derrière moi, mais les amis qui n'ont pas complètement disparu ont semblé prendre son parti. Lorsque nous nous sommes séparés, je pensais que mon propre cercle resterait inébranlable dans son soutien. Je me suis efforcé de m'entourer de personnes capables de discerner ma véritable nature. Cependant, cela s'est avéré difficile, car les personnes que j'attire semblent être soit d'autres divorcés infidèles, soit des hommes mariés imprudents en quête de liaisons passagères. Je suis incrédule face à l'ampleur des difficultés financières que je rencontre. Ni l'un ni l'autre n'avons jamais été riches, et même avec le versement d'une pension alimentaire, mon niveau de vie a connu une chute brutale. J'ai été contrainte de vendre la maison à laquelle je tenais tant et de déménager dans un logement plus petit. Mes précieuses économies ont été épuisées simplement pour couvrir les frais juridiques. J'aspirais à être une mère au foyer à plein temps. Mais maintenant, je suis de retour sur le marché du travail. Je fais tout mon possible pour respecter un budget strict, mais je prie simplement pour que ce fardeau financier supplémentaire ne persiste pas indéfiniment. Je suis complètement épuisé, peinant à joindre les deux bouts. Pourquoi est-ce que je fonds en larmes sans raison apparente? Le déclencheur peut être n'importe quoi. Une famille qui se promène dans la rue, une femme visiblement enceinte, une collègue qui annonce ses fiançailles, ou même quelque chose d'aussi anodin que le livreur qui a 3 heures de retard. Pourquoi rien ne semble-t-il se dérouler sans accroc? On pourrait supposer qu'avec le temps, je commencerai à me sentir mieux, mais ce n'est pas le cas. Il y a certaines activités que je ne peux tout simplement pas me résoudre à entreprendre, en particulier si elles impliquent de célébrer le mariage de quelqu'un ou l'arrivée d'un nouveau bébé. J'ai tenté d'assister à un tel événement à une occasion. Quelle catastrophe! Chaque fois que je m'approchais d'un groupe de personnes, la conversation ralentissait, voire s'arrêtait complètement. Certes, j'affichais une façade joyeuse, mais les amis dont j'avais espéré qu'ils seraient là pour moi ne le sont tout simplement pas. Les ruptures sont extrêmement difficiles à gérer. Mon thérapeute m'a dit qu'en termes de stress et d'angoisse émotionnelle, le divorce se situe juste en dessous du deuil d'un enfant. Et cette évaluation me semble tout à fait juste. Je n'avais jamais appréhendé l'ampleur de la culpabilité qui accompagne le divorce. Il est difficile de s'empêcher de s'attribuer la responsabilité de pratiquement tout. Je m'efforce sans cesse de me convaincre, avant toute chose, que ce n'est pas entièrement de ma faute s'il a choisi de mettre fin au mariage. Mais pourquoi? Pourquoi n'aurait-il pas, au moins, consenti à une thérapie de couple? Personne ne décide de dissoudre un mariage sans avoir d'abord épuisé toutes les voies possibles de réconciliation. Pourquoi était-il si désireux d'aller de l'avant rapidement et de m'abandonner dans son sillage? D'autres couples ont surmonté quelques incartades imprudentes. Ne méritais-je pas une autre chance? Je suis profondément désespéré, et rien ne semble atténuer ma détresse. J'ai essayé de passer du temps avec les quelques amis qui me restent, de faire de longues promenades, et même de m'offrir des journées au spa. Mais la culpabilité liée au divorce et aux choix qui l'ont précipité ne se dissipe tout simplement pas. Voir mes enfants selon un calendrier prédéterminé me semble totalement incongru. Je ne m'habituerai jamais à ce nouveau modèle. Parce que mon mari voyage et respecte un horaire de travail structuré, nous avons maintenant l'arrangement conventionnel de voir leur père le week-end. Il y a des jours pendant la semaine où je ne peux pas border mes enfants ou être présente pour les réveiller le matin. Certaines personnes inconscientes remarquent « Oh, au moins, vous avez un répit intégré ». Ce n'est pas ainsi que j'ai jamais souhaité un répit de mes enfants. Leur présence me manque, la maison me semble désolée, et je déteste que ce calendrier soit simplement devenu le tissu de ma vie. Je croyais avoir déjà franchi toutes les étapes importantes, informé les enfants, le déménagement de mon mari, le retrait de mes alliances, le rangement des photos de mariage et la signature des documents juridiques. Chacune représentait sa propre forme unique de tourment. Et j'ai résolu en moi-même, d'accord, c'est enfin terminé. Mais ensuite, j'ai manqué la première réunion de famille avec mon ancienne belle famille, des personnes que j'affectionne toujours. Puis, mes enfants ont passé leurs premières vacances sans moi, et j'ai été obligé de reprendre mon souffle. Lorsque nous avons échangé nos vœux, j'imaginais des décennies d'événements partagés et de moments en famille. Maintenant, je ne peux que déplorer leur absence, car ils sont irrémédiablement perdus. Le divorce est composé d'un millier de petits adieux. Je passais du temps avec des amis quand je me suis soudainement retrouvé à engager la conversation avec un homme et à flirter.
Après avoir consommé quelques boissons alcoolisées. Nous nous sommes embrassés passionnément, comme un couple d'étudiants. Oui, je suis l'adultère d'un mariage brisé avec 3 enfants. Et alors? L'espace d'un instant fugace, je peux simplement être une femme qui embrasse. C'est immensément agréable, et je savoure cette attention. Il y a quelque chose de profondément différent dans les rencontres sexuelles qui suivent un divorce. D'abord, surtout dans le contexte d'une relation naissante, c'est indéniablement passionné. La nouveauté, la libération, le frisson d'être intime avec quelqu'un qui vous attire réellement. C'est un puissant mélange d'émotions. Mais ce qui est aussi différent, c'est que, peut-être pour la première fois, ou du moins la première fois depuis longtemps, je suis celle qui contrôle mon propre pouvoir sexuel. Et cette confiance retrouvée me permet de me connecter avec mon nouveau partenaire, et avec moi-même, d'une manière totalement inédite. Il me perçoit pour ce que je suis vraiment, et non comme une vulgaire adultère infidèle. Maintenant que j'ai redécouvert l'amour, j'ai la possibilité de tout mener différemment. Avant, je ne donnais jamais la priorité à l'intimité, mais maintenant, je le ferai. J'avais l'habitude de m'inquiéter constamment de mes finances et de lutter pour maintenir une certaine stabilité. Ceci représente ma seconde chance de construire la vie dont j'ai toujours rêvé. Mais pour vraiment la posséder, je dois comprendre mes transgressions passées et mettre en place des mesures pour éviter qu'elles ne se répètent. Je sais, tout simplement, qu'il est fait pour moi, et que je suis faite pour lui. J'ai du mal à croire que ce jour soit arrivé. Il s'est matérialisé plus tôt que je ne l'avais jamais imaginé. J'en suis arrivé au point où je reconnais que la vie que je possède actuellement est celle que j'attends depuis le jour où l'on m'a présenté ces papiers de divorce. Mon nouveau compagnon est extraordinaire. Je suis dans un état d'esprit favorable, et je désire y rester. Après tout ce qui s'est passé, je l'ai bien mérité. J'avais réussi à prendre du recul et à faire un bond en avant lorsque le désastre a frappé, mon nouveau petit ami, l'homme de ma vie, celui que je pensais être la lumière au bout du tunnel, s'est avéré être la fusée éclairante d'une catastrophe. Sa femme, accompagnée de 2 enfants en pleurs, dont j'ignorais l'existence, est apparue sur mon lieu de travail. Mon maudit lieu de travail. Elle m'a lancé des invectives dont j'ignorais même l'existence, me lacérant verbalement tout en éparpillant sur le sol des dizaines de photographies explicites de moi et de son mari. Des photographies que mon petit ami avait prises avec le tout nouveau smartphone que je lui avais acheté. Nos moments les plus intimes, censés être exclusivement entre nous, étaient maintenant étalés à la vue de tous. Pourquoi? Mes collègues restaient assis dans un silence stupéfait ou riaient, tandis que les agents de sécurité escortaient la femme hurlante hors du bâtiment, alors qu'elle marmonnait, je ne savais pas qu'il était marié. J'ai eu du mal à ramasser les photographies qui étaient éparpillées sur le sol. Au début, j'ai été reconnaissante lorsque quelques collègues ont proposé leur aide, jusqu'à ce que j'observe certains d'entre eux partir avec ces mêmes photographies. La situation a empiré lorsqu'un des hommes m'a demandé avec ironie de lui autographer l'un des clichés les plus embarrassants, alors que je sortais en courant, en larmes. La seule pensée qui résonnait dans mon esprit était, Carm est une sorcière. Et ensuite, tu vas mourir. Noget vand, så jeg kan få gang med den her farm hurtigt. Ja, jeg skal også bare lige have nogle sten over kog, så vi kan få nogle... Nej, jeg har ikke spist endnu, Jeanette. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have. Det er ikke rigtigt, der er nogle muligheder tilbage, men... Jeg havde advaret dig. Der er en village lige her ved siden af, hvor vi bor, gutter. Seriøst? Har I først set det nu? Det er der, jeg er lige nu, for helvede. Kæft, de sejler, mand. Det er der, jeg har fået den røde Martin, seng. tag dig sammen. Nej. Er der også hø og sådan noget der? Nej. Okay, Hey! sorry. Jeg har fundet noget. Hvorfor flyver du, Martin? Mener Jeg ved du? ikke, hvad det er. Jeg prøver lige at mine en af dem. Flyver du, Martin? Ja. Det er sgu da hurtigere end at gå. Kover. Er der nogen, der har giftet dig vinger eller hvad? Ja, Jeg har fået kover. 3 målmandskampe. Jamen, hvad står der? Var der ikke... Jeg så mere end en, gør jeg ikke det? Nå, der... Skulle du ikke have en crossbow? Kover til. Jo, men... Ikke Laver den på et andet Ikke en tidspunkt. skid. Heller. Nej, det. Finder nok et pillager tower Jeg mere. ved det i hvert fald ikke. Det var der ikke sidste gang. jeg skulle Fuck nu af, når jeg prøver at Tænk åbne over. den her kiste, altså. Er den bugged? Jeg kan ikke åbne kisten. Nå, sådan der. Nå, det er lort Det er anyway. fordi, der sidder 20 katte ovenpå den. Nej. The fuck er du pro? Hvem? Det gør jo ikke noget, at der sidder dyr ovenpå, for fanden. Den er bare bugged jo.
også for mange af det der ting. Ej, Så ser det ud det til, var at ikke man mere laver det der. miner. Hvad Miner? siger du? Gør jeg det rigtigt? Hvad fanden er du? Tror du sidder og spiller War Thunder, eller hvad mener du miner? Shut the fuck up. Altså, det ved jeg ikke. Altså, Kan man gøre det forkert? Jeg ved det ikke. Du skal jo Altså, bare jeg hakke graver ned af. Når jeg er blevet lort, Altså- mate, han er også 45 år gammel nu. Altså, jeg gider ikke at gå direkte ned. Vi skal jo have sådan en trappe. Jeg kommer og laver en trappe om lidt. Jeg kan dog ikke... Jeg fandt vand der. Altså, KS, er du faret vildt igen, eller hvad sker der? Nej, jeg er stadigvæk. Altså, det er sgu for I vildt nærheden. at sige til mig, at det her, det mener jeg. Jeg skulle bare lige have hegn med. Hvorfor fanden er kyllinger blevet orange nu? De er biome-bestemt. What the fuck? Det var ikke Du der, kan også eller? få dem i sort, eller sådan Åh, jeg skal bruge dem her. Jeg laver en kyllingefarm nu også. I sort. Jeg har hegn med til Prøv at se, kyllingerne. prøv at se. No. Du har fået en ven. Ja. Hvad Tænk sig, det skulle ske. hvorfor sætter min katte sig herinde? Kan du lige prøve at få en masse... Gå nu væk. Jeg ødelægge en med masse jer, græs og få en masse frø til farmen. Jeg har en masse. Jeg tror, jeg har 3 stacks over i min kiste, hvis der er I gerne vil slippe for det. Fedt. Tak. Her er mulighed for, at jeg kan slippe for det, så... Kan du lave en lille bås med Jeg er ved at få kyllinger? stress af de kommer her tilbage. katte, og det mener jeg oprigtigt. Hold kæft, de irriterer mig. Ind i chatten, hvis jeg skal springe helt lortet i luften. Nej. Lad mig lige komme ind. 2 i chatten, hvis jeg skal lade være. Sidestep! Hvad? Sidestep nakkede de alle vores dyr. Nej. Hesten har vi stadigvæk. Ja, men det var kyllingen, der var den vigtigste. Er det Fuck, hvor er du en lyseslukker, mand. så i åen kan du bare efterlade dem? Jo, det er også lidt det. Jeg tror også, Sejse på slagte alle mine dyr. Du holder dig væk fra hestene. Jeg svæver. Kan vi tænde for PvP, så vi kan Hvad ansætte? fuck skal jeg bruge det til? Giv os nogle diamonds i stedet for det der lort. Jeg kan til Marne i øvrigt. Og så giver han mig alt skraldet. Hvad Han fanden har er det? slagtet Kobra? mit dyr. Okay, Hvad så den her kobra, mand? sæle kan vi Han er sådan en lille bruge. griefer-mis, eller hvad? Hæft, det er flot, det her. Den kan vi tage her. Så nu har jeg også fået en sele til vores heste, hvis vi skulle gå tur med dem. Er S4 kaldt Mbappe? Jeg skal lige skrue op Hvad har du her. brug for hjælp til, Katie? Med at grave? Med det Jeg centrum kommer og laver kante trapper, så skal du er ikke bruge så lang S4 tid på det. kaldt Mbappe. Jamen, jeg tror, vi er i den rigtige højde nu. Tak for follow, Marnie. Okay. Velkommen til Jeg kan mate. se, han kan mine hurtigt. Det er da helt vildt. Okay, tak for katte-update inde på Discord-update. Millioner. Gå for der er kun- Chalmar.